Alors, normalement, tout le monde est de retour. Euh, je pensais que c'était un bon moment pour revenir en classe et répondre et voir les points qui sont les plus problématiques. J'espère que vous, je pense que, j'ai conscience que avec ce genre de TD, je vous fais parfois piétiner un peu mais j'espère que vous voyez et que vous appréciez l'intérêt quand même de lutter un peu avec ces questions-là, de vraiment les réfléchir, de les regarder sous différents angles, puisque après, quand je vous expose la réponse, vous pouvez ensuite avoir un peu cet éclair qui vous fait comprendre l'approche qui vous manquait ou l'élément du puzzle qui vous manquait. Ou au contraire, s'il y a toujours un point qui n'est pas clair, vous pouvez poser des questions. Donc vraiment, je vous invite là, je vais revenir sur les questions, mais vraiment, mettez dans le chat ou levez la main interrompez-moi poliment pour poser des questions. N'hésitez vraiment pas. C'est vraiment là où on peut comprendre. Ici, encore une fois, on est vraiment sur une partie du cours qui est charnière, puisqu'on va transformer un modèle théorique qui est intéressant en soi, mais en résultat qui nous permettent de déduire des choses sur les théorèmes fondamentaux de l'informatique théorique, du calcul. Euh, et puis même de l'algorithmique et de la logique en général. D'accord? Donc, pour vraiment pouvoir comprendre ces résultats fondamentaux, c'est important d'avoir les bonnes terminologies et la bonne compréhension de ces questions-là précisément. D'accord? Donc, je vais partager un tableau blanc. Normalement, vous pouvez voir ça. Et donc, je vais revenir sur les questions. Et encore une fois, hein, n'hésitez vraiment pas à poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Attendez, excusez-moi, je mets le tableau blanc là. OK. Donc, normalement, vous pouvez voir ça. Si vous ne voyez pas bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, euh, euh, attendez, je reviens donc sur la question. Alors, donc, très important, hein, j'en ai parlé la dernière fois, donc je ne vais pas revenir trop là-dessus. Cette notion d'encodage, c'est très important de comprendre que donc quand on parle de ce langage ADFA, d'accord, M, W, comme ça entre crochets, c'est un encodage d'un DFA et d'une chaîne de caractères. Donc, c'est-à-dire, c'est une chaîne de caractères, d'accord, en soi, c'est une chaîne de caractères. Mais on suppose que derrière cette chaîne, derrière, il y a un encodage astucieux qui permet de coder n'importe quel DFA. D'accord? Puisque ici, on suppose que ça, c'est un DFA. D'accord? Et ça, c'est donc une chaîne d'entrée. Et on les met ensemble, si vous voulez, on les accole. Hein, c'est une sorte de concaténation des deux. Et on peut ensuite traiter ça donc comme une chaîne de caractères ordinaire avec une machine de Turing qui décode le DFA pour pouvoir lire le DFA et le dérouler, d'accord, le simuler avec une certaine chaîne d'entrée W. Alors, vraiment, le point 10b, hein, et je vous ai tous fait beaucoup travailler dessus et j'ai insisté pour que vous ayez cette question correcte avant de pouvoir continuer ensuite, c'est que c'était important de comprendre que donc ADFA, euh, qui est donc un langage, hein, c'est un ensemble de chaînes de caractères, même si ces chaînes de caractères, je vous l'accorde, sont un petit peu particulières. Donc, c'est un langage. Donc, la question, c'est que si c'est un langage, alors une des questions intéressantes, c'est est-ce qu'il y a une machine de Turing qui reconnaît ce langage? D'accord? Et en fait, on peut facilement prouver, ben oui, on peut concevoir une machine de Turing qui va accepter à chaque fois que M accepte. D'accord? Donc il y a deux sens Apologie, de je le la. rattraperai. Après, je pense que c'est pas une matière qui nécessite beaucoup de. Nico, vous aviez une question ou c'était juste une erreur de son? N'hésitez pas hein, si vous avez une question.
D'accord. Alors, donc, on peut très bien trouver une machine de Turing qui accepte à chaque fois que M accepte W. D'accord? Que le DFA M accepte W. En fait, mieux que ça, on peut prouver assez facilement et intuitivement, vous avez tous compris ça, qu'on peut trouver une machine de Turing qui est un décideur, c'est-à-dire qui va décider à chaque fois et qui va toujours s'arrêter. C'est-à-dire qu'il va accepter quand M accepte W, d'accord? Et qui va rejeter quand M n'accepte pas W. Donc, pour toutes les chaînes qui sont en dehors. En fait, la machine de Turing, si vous regardez bien, elle va rejeter plein de choses. Parce qu'elle va rejeter aussi tous les M qui ne sont pas des DFA, d'accord? Toutes les chaînes de caractères qui ne sont pas des encodages, par exemple, corrects. Donc, dans le sens où votre programme lui-même que vous avez rédigé, le premier programme que vous avez fait, aurait probablement aussi rejeté, alors peut-être qu'on serait tombé sur une erreur, une exception Java ou peu importe, mais aurait rejeté un fichier texte qui ne correspondrait pas à la bonne syntaxe, par exemple, où il manque la liste des états acceptants, par exemple. D'accord? Donc, on peut dire que là aussi, on aurait rejeté. Mais si on a un M qui correspond à la bonne syntaxe, alors on va accepter seulement les chaînes de caractères, et votre programme, c'est exactement ce qu'il faisait. Il acceptait seulement les chaînes de caractères qui étaient acceptées par ce DFA. Et votre programme était capable de simuler comme ça n'importe quel DFA. C'est exactement l'idée, non pas de ADFA, attention, ADFA c'est un langage, mais l'idée d'un décideur de ADFA. Et c'est là où il faut être un petit peu rigoureux, et ce n'est pas toujours évident. Attention, un langage ne décide pas, un langage est un problème qui peut être décidé. D'accord? Une machine de Turing, qui n'est pas un langage, une machine de Turing décide un langage ou reconnaît un langage. D'accord? Reconnaît étant plus large que décide. Ça, on l'a déjà vu. D'accord? Donc, comment reformuler donc la question de 10b? Comment reformuler? Eh bien, on peut simplement reformuler, est-ce que ADFA est décidable? Si ADFA est décidable, ça veut dire qu'il existe une machine de Turing qui peut toujours donner une réponse. D'accord? Donc, on a une machine de Turing. On va l'appeler MDFA, par exemple. D'accord? Une machine de Turing qui décide. Donc, si ADFA est décidable, ça veut dire qu'il existe une machine de Turing, pardon, qui décide ce langage. On va l'appeler MDFA. Et c'est facile de montrer qu'il en existe une. Il en existe plein, d'ailleurs. On peut en imaginer plusieurs. Mais il en suffit d'une seule pour prouver que ADFA est décidable. Si ADFA est décidable, alors ça veut dire que automatiquement tous les langages réguliers sont décidables. Puisque ça veut dire que pour n'importe quel DFA, d'accord, on a toujours un DFA s'arrête toujours. On a toujours une décision pour un DFA. Donc ça veut dire qu'on peut toujours décider un langage régulier. Mais vous voyez que quand vous avez répondu à la question 9, vous avez dit oui, c'est décidable. Mais en fait, je vous ai tous dit, mais attention, décidable, c'est un terme qui n'a de sens uniquement dans le contexte d'une machine de Turing. Qu'est-ce qu'un langage décidable? C'est un langage pour lequel il existe au moins une machine de Turing qui décide ce langage. D'accord? Donc, quand vous avez dit c'est décidable de la question 9, vous aviez répondu de façon non rigoureuse. Quand la question 10b, on reformule est-ce que ADFA est décidable? Là, on pose la question rigoureuse, c'est-à-dire, et on peut répondre de façon rigoureuse, parce qu'on peut vraiment dire oui, ADFA est décidable puisqu'il existe une machine de Turing, on va l'appeler MDFA, qui peut simuler n'importe quel DFA. Et encore une fois, on n'a pas besoin de le décrire parce que vous pouvez imaginer assez facilement, vous l'avez même vous fait, d'accord? Vous avez réalisé, alors, ce n'est pas une machine de Turing parce que vous avez utilisé un langage de programmation Java ou Python qui est beaucoup, beaucoup plus facile à utiliser qu'une machine de Turing. Dieu merci, je ne vous ai pas demandé d'écrire une machine de Turing qui permet de simuler des DFA. Ça aurait été un casse-tête pas possible, mais c'est techniquement possible, d'accord? Puisque n'importe quel problème que vous pouvez écrire en Java ou en Python, vous pouvez l'écrire avec une machine de Turing. C'est la thèse de Church-Turing, d'accord? Que tous ces programmes-là, tous ces langages, attention au terme langage, toutes ces façons de décrire des machines de Turing sont tous équivalents. Bon. Alors, j'ai déjà répondu à la question C. Comment est-ce qu'on pourrait appeler votre premier langage par rapport à ADFA? Eh bien, votre premier programme que vous avez écrit, votre premier programme, c'est en réalité
une sorte de décideur, d'accord? On pourrait dire de reconnaisseur, mais plutôt de décideur, parce qu'en fait, c'est un décideur dans le sens où votre programme ne peut jamais boucler à l'infini, s'il est bien conçu, puisqu'il va simuler un DFA et donc il va toujours arriver à une réponse. Donc, vous avez conçu un décideur de ADFA, ni plus ni moins. Alors, qu'est-ce que le M dans ce cas-là? L'encodage de M, eh bien, c'est le fichier texte avec l'encodage d'ADFA et le W, alors qu'on peut considérer comme directement la chaîne de caractères ou un encodage de la chaîne de caractères, parce qu'on peut dire, bon, entre ce que la personne tape et puis vraiment, il y a un décalage, mais en fait, en réalité, vous prenez directement la chaîne, donc c'est pas complètement un encodage, c'est un encodage direct, en fait. Hein, on prend la chaîne de caractères, mais c'est ce qui est rentré dans le champ. D'accord. OK. Donc, j'espère que ça, c'est clair parce que c'est vraiment la fondation. Une fois que la question 10 c'est clair, le reste suit de façon suit beaucoup plus facilement. D'accord. Donc, s'il y a un problème là-dessus, si ce n'est pas clair, vraiment, dites-le moi. Mais on va y revenir hein, dans la question 12. Il y a déjà quelque chose d'un petit peu compliqué à concevoir, je le conçois tout à fait, hein, un langage qui contient des chaînes de caractères qui sont dans des encodages de machines. D'accord. Et ensuite, pour ce langage, on va essayer de trouver est-ce qu'il existe une machine qui reconnaît ce langage, qui contient lui-même des machines encodées. D'accord. Je conçois que là, il y a une tournure d'esprit qui est un peu compliquée, mais cette tournure d'esprit qui est compliquée, c'est elle qui nous permet de définir rigoureusement que oui, tous les langages réguliers sont décidables. Puisque, encore une fois, en dehors du contexte de la machine de Turing, c'est le modèle dans lequel on définit le concept même de décidabilité. En dehors de ce concept-là, il n'y a pas de notion de décidable. D'accord? La définition de décidabilité, c'est il y a une machine de Turing qui permet de le décider. C'est-à-dire une machine de Turing qui reconnaît et qui donne toujours une réponse, qui ne boucle jamais indéfiniment, qui s'arrête toujours. D'accord? Donc, il faut, encore une fois, qu'on utilise ce langage-là, ce contexte-là, pour pouvoir répondre à des questions comme la question 9. OK. Question 11. Le langage ALBA, donc c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, M, au lieu d'être un DFA, c'est une LBA. Linear Bounded Automaton, donc OK, automate linéairement borné. Alors, comment est-ce qu'on peut reformuler la question? Bon, bah, la question A, c'est comme la question 11A, c'est comme la question 10B. Hein. Tout simplement, on va poser la question is A, LBA decidable? C'est aussi simple que ça. D'accord? Alors, est-ce que c'est le cas? Oui, la réponse, c'est oui. D'accord? Pour ADFA, c'est évident. Parce que un DFA, vous aviez répondu ça, je crois, tout au début, c'est impossible pour un DFA de louper pour toujours. Le LBA, c'est plus compliqué. Parce qu'on peut très bien avoir un LBA qui fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. D'accord? Comme on peut avoir une machine de Turing qui fait gauche-droite. Et le fait que le LBA soit borné n'empêche pas le LBA de boucler indéfiniment. D'accord? Donc, le problème, c'est de dire, bon, si on a un langage, alors c'est un peu encore compliqué parce qu'on n'a pas vu d'exemple encore de langage pour lesquels on est obligé de boucler indéfiniment. Mais supposons qu'on ait un langage pour lequel la seule machine de Turing qu'on a, c'est une machine de Turing qui boucle dans certaines situations. D'accord? C'est ça le cas compliqué. Okay? Le cas où la machine s'arrête, ce n'est pas un problème. Mais supposons que pour certains langages, on n'a pas le choix. Il y a forcément des situations où on boucle indéfiniment. Le problème de boucler indéfiniment avec une machine de Turing classique, c'est qu'on ne sait pas quand on boucle. D'accord? Et si vous voulez, c'est un peu derrière, il y a un peu le problème philosophique de je ne sais pas ce que je ne sais pas. D'accord? Le problème de boucler indéfiniment, c'est pas qu'on boucle indéfiniment. Puisque si je le sais que je boucle indéfiniment, ben je rejette. Si je le sais, je rejette. D'accord? Si je boucle indéfiniment, on l'a vu plus tôt, on ne peut pas boucler indéfiniment sur les chaînes qu'on accepte. Puisque les chaînes qu'on accepte, si c'est un reconnaisseur, on les accepte. Donc, si je boucle indéfiniment, je rejette. Donc, le problème de boucler indéfiniment n'est pas en soi le problème. Le problème, c'est de savoir qu'on est en train de boucler indéfiniment. Essayez de réfléchir 2 secondes. Vous n'avez pas fait d'encodage de LBA, mais finalement, votre encodage de machine de Turing, le dernier programme que vous avez réalisé, d'accord, le troisième,
finalement, ce programme-là, c'est comme un encodage c'est comme un décideur de ALBA. D'accord? Essayez d'imaginer, et vous avez peut-être réfléchi à la question, comment on fait pour savoir si on est parti dans une boucle infinie et que vous essayez d'avoir un système de contrôle. D'accord? Quel va être votre système de contrôle? Vous allez vous arrêter à quoi? À la millième itération? On a fait 1000 itérations, on va dire, hop, on arrête. Oui, mais qu'est-ce qui nous dit que l'itération 1001, ce n'est pas celle qui allait justement accepter? On peut faire le même raisonnement avec 1 million d'itérations. Qu'est-ce qui nous dit que 1 million est une? Est-ce qu'il y a des choses dans la structure du programme qui me plaît de dire non, non, il y a à partir de 1 million d'itérations, c'est sûr qu'on boucle? Non, la réponse est non. Il n'y a rien qui vous permet de savoir à coup sûr que vous êtes en train de boucler indéfiniment. Et ça, c'est vrai pour les machines de Turing. Pour les LBA, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une astuce. D'accord? Donc, c'est un peu ça la question B. Vous n'étiez pas obligé de le faire parce que c'est. Alors, quelle est l'astuce pour les LBA? Eh bien, on sait qu'une LBA est bornée. Donc, on va supposer que, par exemple, dans notre cas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? 10 cellules. D'accord? C'est la taille de notre chaîne d'entrée. 10 cellules. Vous vous souvenez du concept de configuration qu'on a vu avant? Je vous ai dit que c'est un concept important. On en a pas mal parlé. D'accord? Une configuration d'une machine de Turing. Si on utilise ce concept de configuration, combien de configurations possibles il y a pour cet automate? En étant très large, hein, on va choisir une borne large. On appelle ça une surapproximation. On va surapproximer. Eh bien, une configuration, c'est quoi? C'est n'importe quelle combinaison de symboles qui sont dans l'alphabet. D'accord? Donc, si notre alphabet, c'est 0, 1, eh bien, ça veut dire que sur l'ensemble de notre machine, on peut avoir combien de configurations possibles de 0 et de 1 on peut avoir? C'est facile. 2 à la puissance 10. D'accord? C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. D'accord? Donc, il y a 2 à la puissance 10. Donc, si j'essaie de considérer le nombre possible de configurations, d'accord? Il y a 2 à la puissance 10 possibilités de 0 et de 1. D'accord? Maintenant, ça ne définit pas complètement la configuration parce que une configuration, ce n'est pas seulement l'état actuel de la bande, c'est aussi où est ma tête de lecture. D'accord? Donc, elle peut être localisée à 10 endroits possibles, on va dire. D'accord? 10 endroits possibles. Donc, on multiplie ça par 10. D'accord? Mais ma tête de lecture qui peut être localisée à 10 endroits possibles, elle peut aussi avoir, pour chacun de ces endroits, différents états. D'accord? On va dire, donc c'est quoi le nombre d'états? On va dire que Q, c'est Q1. On va dire Q8. D'accord? On va dire qu'il y en a 8 différents possibles, dans notre cas, peu importe. Plus Q accept et Q reject. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut multiplier ça aussi par 8 plus 2. D'accord? Donc, si je le formule en général, d'accord, le 10, c'est quoi? C'est la taille de W. 2 à la puissance 10, 10, c'est quoi? C'est la taille de W. 2, c'est... Pardon. 2, c'est... oups. Le 2, c'est en fait la taille de sigma de l'alphabet. D'accord? 8, c'est la taille de Q, le nombre d'états, plus 2. D'accord? Ça, c'est la formule générale. Pour n'importe quel problème, vous pouvez toujours considérer que ça, c'est le nombre maximum possible de configurations. Donc, dans notre cas, là, n, ça fait quoi? Ça fait 10 fois 10, 100.
et puis 2 à la puissance 2 à la puissance 10, c'est 1024. Donc, ça fait, il faut faire 1024 plus 2 zéros, quoi. Donc, 102, 102 400 possibilités. Mais qu'est-ce que ça veut dire 102 400 possibilités? Ça veut dire que le nombre maximum de configurations possibles est inférieur à ça, forcément. En fait, il y en a moins parce qu'il y a des transitions qui ne sont pas valides, etc. Peu importe. D'accord? Qu'est-ce que je peux déduire à partir de là? Comment est-ce que je peux utiliser cette information-là pour pouvoir résoudre mon problème de rendre ALBA décidable? Comment est-ce que je sais que je boucle indéfiniment? Et du coup, je rejette. Allez-y, ce n'est pas une question si difficile que ça. Attendez. Si on repasse sur une configuration déjà traitée, bah oui, tout à fait. Si on passe 2 fois sur la même configuration, d'accord? On est dans le cas, on est dans le cas d'une machine de. Je pense que il y a des gestes sur Apple qui déclenchent certains émoticônes. Et du coup, il y a des ballons qui sont. C'était de vous, hein, mais c'était tout à fait approprié. Est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse? Si on passe 2 fois sur la même configuration, dans le cas d'une machine Turing déterministique, on est forcément, ou même non déterministique en fait, on est forcément dans une situation de boucle. On va garder le cas déterministique, c'est plus simple parce que c'est vraiment le cas qu'on prend. On est forcément dans une situation de boucle parce qu'on va forcément reprendre exactement le même chemin. D'accord? Comment est-ce qu'on peut savoir à coup sûr qu'on est passé 2 fois dans la même configuration? Si j'utilise mon chiffre n. Quelle est la garantie qu'on est passé 2 fois dans la même configuration? C'est ça qu'on cherche. On cherche une garantie qu'on est en train de boucler. L'information, on cherche à avoir cette information qu'on est en fait dans une boucle infinie. Voilà, tout simplement. Si on a fait plus que 102 400 itérations, d'accord? C'est-à-dire une itération, c'est une transition, hein, c'est le passage d'une configuration à une autre. Si on a fait plus de 102 400 configurations, on sait que forcément, on est passé 2 fois dans la même, puisqu'il y en a moins que 102 400. Alors, il est possible qu'en fait, ça fait longtemps qu'on a bouclé, hein, on a peut-être bouclé depuis la 4e itération. Mais peu importe, le problème, ce n'est pas un problème d'efficacité, c'est un problème de décidabilité. C'est-à-dire qu'avec une LBA, on peut toujours prendre la décision, oui, en effet, je suis en train de boucler indéfiniment. Alors, on ne parle pas de machine de Turing, hein, on parle de LBA. Machine de Turing, c'est un autre problème parce qu'on a un espace infini. On n'a pas cette borne. On n'a pas de nombre maximal de configuration avec une machine de Turing. Mais vous voyez qu'avec la LBA, on a donc la possibilité, avec cette formule-là, de toujours calculer. Et donc, vous pouvez intégrer ça, en fait, dans votre LBA, dans votre machine de Turing. Vous pouvez intégrer, alors c'est un peu compliqué d'imaginer ça dans une machine de Turing, mais c'est possible, d'intégrer dans votre machine de Turing, qui est une LBA, donc votre machine de Turing bornée, d'intégrer un contrôle, d'accord, un contrôle sur le nombre d'itérations qui dit à partir d'un certain nombre que je peux calculer automatiquement avec une certaine formule, à partir d'un certain nombre, je rejette. On pourrait aussi tenir une liste des configurations traitées pour s'assurer de s'occuper de certains cas qui bouclent. Oui, on peut tenir une liste des configurations traitées pour
ce que vous voulez dire, hein, si je comprends bien, c'est de dire on peut très bien avoir, un double de configuration bien avant d'arriver au nombre 102 400. Et donc, dans ce cas-là, si vous avez bouclé, si par exemple la 10e configuration et la 27e configuration sont exactement la même, si vous avez gardé… Alors, vous allez avoir un problème de mémoire, là, parce que du point de vue LBA, ça veut dire que vous devez garder en mémoire. Et là, je pense que le problème que vous proposez, une LBA ne va pas être capable, même si c'est linéaire, hein, même si vous prenez du 2N, 3N, 4N, vous n'allez pas être capable de stocker autant d'informations. Parce que vous devez à chaque itération garder en mémoire les configurations précédentes. Donc, une LBA ne va pas être capable de faire ça. Mais une LBA va être capable de simplement calculer avec cette formule-là le nombre maximum et de dire j'ai atteint ce nombre maximum, donc je boucle. Ça, ce n'est pas un problème. Une LBA peut le faire, parce que vous avez seulement besoin d'un espace limité pour faire ça. Mais peu importe, parce que le problème est un problème de décision. D'accord? C'est un problème de est-ce que je peux prendre la décision? On n'est pas sur de l'efficacité. Si on était sur de l'efficacité, tout à fait, il y a peut-être d'autres astuces qui permettent de réaliser qu'on boucle plus tôt. Maintenant, pour une machine de Turing, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est possible de boucler indéfiniment en prenant à chaque fois de plus en plus d'espace. Il y a des boucles possibles. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une situation de boucle infinie sans jamais arriver 2 fois sur la même configuration. D'accord? Imaginez par exemple la génération des nombres de pi. D'accord? 3, 14, 159, 27, etc. La génération du nombre pi, vous êtes dans ce cas-là. Vous n'avez aucun schéma qui vous permette de dire là, ça y est, on a un modèle, on a toujours on a un certain nombre qui arrivent au même endroit, etc. Chaque configuration par un entier compris. Je vois qu'il est l'heure. Vous voulez parler de numéroter les configurations? C'est possible, ouais, effectivement. Mais je pense qu'au niveau mémoire, même avec une numérotation, entre 1 et… Le problème surtout, c'est que si vous avez seulement des 0 et des 1 pour écrire le nombre 102 400, vous allez aussi avoir un problème de mémoire. Ça va être un nombre très, très large, d'accord? C'est possible au niveau mémoire, mais je pense que vous n'êtes plus dans du linéaire. Vous êtes déjà quand même dans du polynomial ou de l'exponentiel. Je pense. Je pense que on est déjà, à mon avis, il faut au moins du n carré pour pouvoir stocker autant d'informations dans une LBA. Mais c'est des bons problèmes, gardez ça en tête parce qu'on y reviendra quand on parlera de complexité. Donc, gardez ces questions en tête. OK, donc on se revoit mercredi. On va finir là-dessus. Encore une fois, c'est important de prendre le temps sur ces questions parce que c'est vraiment charnière. Donc, on termine le TD mercredi et je vous invite déjà à commencer à regarder les questions autour de l'essai, même s'il y a des questions qu'on n'a pas encore abordées. Commencez à regarder et venir avec des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires sur ce qui est attendu pour l'essai argumentatif. Voilà. Je vous dis à mercredi.